Express, le grand entretien. Le débat autour du ralentissement de l'économie chinoise, Pékin reconnaît que la reprise est tortueuse, mais accuse également les pays occidentaux d'exagérer la situation. Quelle est l'ampleur de ce ralentissement? Quels sont les risques, notamment dans le secteur immobilier? On en parle avec Samy Char, chef économiste de la banque Lombard, Odier et compagnie. Bonjour Samy, merci d'être avec nous. Bonjour. D'abord un mot d'actualité, les difficultés de Country Garden, ça se passe dans le secteur immobilier. Quelle est l'ampleur du risque? Évidemment, on est tenté de faire le parallèle avec Evergrande. Oui, et la comparaison est très légitime. C'est une problématique de taille à peu près similaire. Et je dirais que le côté pire aujourd'hui pour les autorités chinoises, c'est que ça tombe à un très très mauvais moment, à un moment où quelque part les autres moteurs de l'économie chinoise sont aussi en ralentissement. Donc c'est une problématique qui est tout à fait similaire et qui est absolument dans la continuité de ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur de la propriété en Chine, c'est-à-dire la digestion de quasiment une décennie d'excès. Et on voit bien que la problématique est très loin d'être résolue. Donc c'est tout à fait dans la suite logique et c'est une problématique d'une taille à peu près similaire. Est-ce qu'on peut parler d'un risque systémique? Est-ce que Pékin a la possibilité d'absorber le choc en cas de faillite? Oui, la Chine reste un pays excédentaire. Ils ont donc des réserves pour éviter que cette situation dégénère et entraîne le pays beaucoup plus bas. Mais il faut avoir la volonté d'agir, la volonté quelque part d'assainir ce secteur de la propriété, de mettre les ressources fiscales disponibles pour réduire la taille du problème. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on voit. On a le sentiment qu'ils ont plutôt envie de digérer ça de manière lente plutôt que de faire une espèce de thérapie de choc. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas de transmission au reste de l'économie. Si vous regardez par exemple les rendements des secteurs les plus fragiles, le secteur de la propriété, on a vraiment eu une hausse de ces rendements. Ça veut dire qu'on sent un stress de ce côté-là. Par contre, pour les autres sociétés chinoises, les rendements sont restés très faibles. Donc, on n'a pas de transmission économique quelque part du secteur de la propriété au reste. Mais évidemment que ça va peser sur l'économie pendant encore longtemps s'ils ne prennent pas de mesures plus ambitieuses. Mais quel est le problème du secteur immobilier en Chine? Est-ce que c'est un problème de financement? C'est un problème de dette? C'est un problème de demande? Alors, c'est un problème d'excès d'investissement pour commencer, c'est-à-dire qu'il y a eu trop de construction, trop de capitaux qui sont rentrés dans ce secteur. Et une des raisons, c'est qu'il faut comprendre que la propriété, c'est le principal produit d'épargne des ménages chinois. Ils n'ont pas forcément de retraite, ils n'ont pas de fonds de pension, ils n'ont pas d'assurance vie, de ce genre de système qu'on peut avoir en Europe et particulièrement en France. Et donc, quelque part, ce qui vient absorber leur épargne de vie, c'est l'immobilier. Ils achètent 1, 2, 3 appartements. Donc, il y a eu beaucoup de construction. Mais ces appartements ne sont pas forcément financés à crédit. C'est vraiment financé avec l'épargne de vie des ménages chinois. Et donc, avec le stress dans ce secteur-là, ces excès qui ont été faits, eh bien, les ménages chinois voient quelque part leur épargne de vie fondre et évidemment que ça va avoir un impact sur leur comportement de consommation. Une question qui taraude les marchés financiers depuis quelques jours. Quelle est l'ampleur réelle du ralentissement de l'économie chinoise? Pékin reconnaît que la reprise est tortueuse, je cite, mais accuse les Occidentaux d'exagérer la situation. Pourtant, il y a des signes qui ne trompent pas sur le ralentissement de l'économie, notamment la Banque centrale qui a baissé ses taux. Vous avez absolument raison, le ralentissement chinois est extrêmement significatif. Par des standards chinois, on pourrait quasiment dire que cette économie est en récession. Et je crois qu'une indication qu'effectivement la situation économique est très pénible pour les autorités, c'est qu'ils ne publient de moins en moins d'indicateurs économiques, ils les réservent. Donc les données disponibles au reste du monde pour juger l'état de cette économie chinoise sont en chute libre. Du coup, il faut se référer finalement à des indicateurs soit extérieurs, par exemple, si vous voulez comprendre le commerce chinois, eh bien, vous pouvez voir quelles sont les exportations sud-coréennes en Chine, par exemple. Les Coréens ont des très très bonnes statistiques économiques et donc on voit quelque part par le commerce mondial que la situation chinoise, notamment la situation domestique, est très très inquiétante. Et je dirais qu'on a aussi dans notre caisse à outils des données à haute fréquence, des données privées, quotidiennes qui permettent de mesurer un petit peu l'activité économique en Chine et tout ça concorde pour dire qu'il y a une vraie faiblesse qui n'est pas du tout exagérée, je crois, par
par le consensus. Est-ce qu'il y a une volonté de la part de la Chine de cacher la réalité de la situation, notamment l'emploi des jeunes? Les chiffres ne sont plus publiés. Oui, absolument. De toute façon, les autorités chinoises ont une longue histoire de masquer un petit peu la réalité des chiffres économiques. On est habitué, en tant qu'économiste, on est habitué à cela. Donc, on a toujours trouvé des moyens détournés pour essayer de comprendre ce qui se passait dans cette économie. Déjà, comprendre les interactions avec les voisins, utiliser d'autres formes de données, comme je le disais. Mais très clairement, on voit du côté des autorités chinoises une volonté de ne pas être très très transparent, et ça montre bien qu'il y a probablement des choses à cacher, effectivement. Vous êtes un économiste, vous avez l'habitude de travailler avec les publications des pays. Quel crédit on peut accorder aux chiffres qui sont publiés par la Chine, notamment en matière de croissance et d'investissement? Il faut croiser. Donc à chaque fois qu'on a un chiffre chinois, typiquement si les Chinois nous disent qu'ils exportent tant dans un pays, eh bien on va aller regarder le chiffre d'importation reporté par ce dit pays, et effectivement on voit si ça concorde ou pas. Et donc ça nous permet, en croisant et en utilisant des données moins conventionnelles, d'avoir quand même une assez bonne idée de ce qui se passe en Chine. Et il n'y a aucun doute sur le fait que le consommateur chinois est sur la réserve. Il y a une vraie faiblesse au niveau de la demande domestique chinoise. Ça se voit dans les chiffres d'importation, ça se voit dans les chiffres de consommation. Et je crois que cette fragilité chinoise n'est pas feinte. Il y a une problématique à gérer. Et on sent encore une fois des autorités qui sont sur la réserve à ce niveau-là, plutôt à vouloir masquer les fragilités qu'à vouloir vraiment les prendre en main et relancer cette économie qui en aurait bien besoin. À défaut d'avoir tous les chiffres, on a des mots qui viennent du gouvernement chinois, qui nous parlent aujourd'hui d'une reprise tortueuse. Il y a quelques semaines, on nous parlait d'obstacles à la reprise en Chine. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui l'économie chinoise ? La demande domestique et le consommateur chinois. Comme je l'ai dit, le consommateur chinois est très stressé par la situation dans le secteur de la propriété, qui représente son épargne de vie, et donc il est sur la réserve au niveau de la consommation. En gros, il préfère, il a une décision économique logique, il préfère se désendetter plutôt que de consommer. Donc il est vraiment sur la réserve. Et résultat, la demande domestique chinoise est très faible. On sent qu'il y a très très peu de confiance au niveau du consommateur chinois qui, encore une fois, prend la décision rationnelle, défensive de rembourser les dettes qu'il a, plutôt que d'être dans une situation un petit peu comme ce qu'on peut voir aux États-Unis, en Europe, d'une consommation assez significative. Donc c'est vraiment là que la situation est inquiétante. On a ce consommateur chinois qui ne veut plus consommer parce qu'il est inquiet, et tant qu'on ne gère pas cette situation-là, l'économie chinoise ne va pas rebondir. Il y a un autre chiffre qui inquiète les marchés, ce sont les prix à la consommation qui ont reculé en Chine au mois de juillet. Est-ce qu'à votre avis, il y a un risque de déflation en Chine ? Il y a surtout un risque de stagnation. Encore une fois, on a des problèmes dans le secteur de la propriété. Ça veut dire que le consommateur chinois est sur la réserve et ne consomme plus. Et donc, évidemment, ça veut dire qu'on n'a pas d'inflation domestique, voire qu'on flirte avec la déflation. Donc, tout ça est très logique, finalement. Ça montre qu'il y a une faiblesse dans la demande domestique en Chine. Et puisque c'est un pays qui a une grosse capacité productive, si vous produisez plus que vous ne consommez et plus que ce que le reste du monde est capable d'absorber, eh bien évidemment les prix vont tomber. Encore une fois, c'est aux autorités de prendre cette problématique en main et d'essayer de stimuler l'économie pour faire en sorte que les prix domestiques rebondissent. C'est bien de le dire, mais c'est pas si facile à faire, et on voit bien que c'est là que le bas blesse. Et justement, comment est-ce que le gouvernement peut stimuler son économie ? Alors c'est très intéressant cette question, parce que depuis 15 ans, les autorités chinoises stimulent l'économie chinoise par l'offre. Donc en gros, c'est toujours essayer de mettre de l'investissement dans le système, de mettre des capacités productives, d'essayer de faire en sorte que le secteur de l'exportation se porte bien. Or aujourd'hui, on a un problème qui est complètement inverse, qui ne vient pas de l'offre, mais qui vient de la demande. Et les autorités chinoises n'ont jamais cherché à relancer la demande en Chine. Et en plus, c'est pas facile à faire, parce qu'on voit bien que ce qui pourrait donner confiance aux consommateurs chinois, c'est d'avoir des stabilisateurs sociétaux, c'est d'avoir un système de retraite, un système de chômage, un système d'assurance maladie. Tout ça est évidemment très coûteux à mettre en place, mais ça permettrait aux Chinois d'avoir davantage confiance et donc de réduire leur épargne et éventuellement de consommer un peu plus. Donc stimuler une économie, si on veut avoir des résultats très immédiats, on stimule l'offre.
enfin, il y a déjà un excès d'offres en Chine, ce qui entraîne une désinflation, voire une déflation. Alors, il faut être capable de faire des transferts de revenus en faveur du consommateur. Et ça, la réalité, c'est que les Chinois ne l'ont jamais fait. On n'est pas sûr qu'ils sachent vraiment le faire. Et c'est pour ça peut-être que cette relance met autant de temps à se dessiner. On n'en est encore pas au stade de l'hélicoptère monnaie. Une dernière question. Évidemment, au-delà de l'économie, il y a des questions politiques. En quoi est-ce que ce ralentissement de l'économie chinoise peut avoir des implications géopolitiques? Je pense notamment aux relations avec la Russie, mais aussi d'éventuelles décisions par rapport à Taïwan. Oui, on peut imaginer le raccourci de se dire il y a des problèmes domestiques en Chine et donc ils vont essayer de divertir l'attention en allant vers Taïwan. J'ai un peu du mal avec ça, je suis tout à fait humble, c'est possible que, encore une fois, on aborde ça de manière trop rationnelle et parfois l'irrationalité arrive, mais il faut comprendre quand même que le premier client des Chinois, c'est le consommateur américain. Et si la Chine va vers Taïwan, dans une situation où déjà son économie est fragile et donc la prospérité chinoise est en danger, vous n'allez peut-être pas mettre en danger votre principale source de croissance, qui est le fait d'exporter aux consommateurs américains. On a vu avec la situation russo-ukrainienne, les Américains ont présenté la facture et c'est un message très clair aux Chinois. Si vous allez vers Taïwan, vous serez exclu des instances internationales, vous serez exclu de SWIFT et on vous coupera l'accès aux consommateurs américains. L'économie chinoise n'est pas prête à subir cela. Et donc, au niveau géopolitique, on va imaginer des Chinois quand même éviter de se mettre encore davantage en danger. Merci beaucoup, Samy Char, chef économiste de Lombard Odier et compagnie.